Alors, les ratios maintenant. Alors, bien sûr, je vous en ai déjà parlé. Nous en avons déjà étudié certains, notamment lorsque nous avons vu, par exemple, le bilan fonctionnel. On en a parlé également de certains ratios lorsqu'on a vu le BFR normatif, vous vous souvenez, les taux de rotation des stocks, etc., etc. Là, on va faire en quelque sorte un complément des ratios que nous avons déjà vus. Alors, les créanciers de l'entreprise, et surtout les banques, sont attentifs à la liquidité et à la solvabilité de cette même entreprise. Et donc, ils vont regarder, mesurer, parce qu'à chaque fois, ou très souvent plus exactement, si vous demandez en particulier soit du découvert supplémentaire, soit un emprunt supplémentaire, ils vont calculer, mesurer les ratios de liquidité et de solvabilité que vous possédez dans votre entreprise et voir s'ils respectent leurs normes. Alors, le problème, c'est que, et ça c'est très clair, il n'existe aucune norme en la matière concernant donc les ratios de liquidité et solvabilité. Et selon les établissements bancaires, pour être très honnête, ça peut varier sensiblement. Ceci dit, évidemment, dans l'idée, c'est toujours la même chose, bien entendu. Donc, je vais vous donner, moi, les ratios qui sont les plus communément utilisés dans la réalité. Alors, les ratios de liquidité. Vous avez d'abord le ratio de liquidité générale. Regardez bien. Le ratio de liquidité générale, c'est le total de l'actif à moins d'un an sur le total du passif à moins d'un an. Est-ce que vous comprenez que les banques, les établissements financiers, exigent que ce ratio soit supérieur à 1, le total de l'actif à moins d'un an supérieur au passif à moins d'un an. D'accord? Pourquoi? Parce que si c'est vrai, ça veut dire que le fonds de roulement financier, d'accord, est positif, puisque ce que vous possédez à moins d'un an est supérieur pour financer ce que vous devez à moins d'un an. Donc, ça veut dire que si ce ratio est supérieur à 1, théoriquement, si on vendait tout l'actif, vous pourriez payer, à court terme, j'entends, à court terme, hein, donc moins d'un an, vous pourriez payer tout le passif à court terme, les fournisseurs, les dettes sociales fiscales. Donc, vous ne seriez pas en danger de cessation de paiement immédiate. D'accord? Ça, c'est le ratio de liquidité générale. Alors, je vous prends un exemple avec deux entreprises très simples. Hein. Vous voyez, la première, j'ai mis que l'une comme l'autre, je vous ai mis un actif et un passif donc égal à 100 pour que ce soit très simple. Voilà ce que seraient des bilans financiers. En haut, tout actif-passif à plus d'un an. En bas, actif-passif à moins d'un an. Et je vous ai mis les deux cas classiques. Vous voyez, regardez bien la première. Est-ce que vous comprenez que ce que je pourrais qualifier de fonds de roulement financier, par opposition au fonds ou par comparaison au fonds de roulement net global, ça fonctionne de la même façon. C'est-à-dire qu'ici, dans la première entreprise, le fonds de roulement financier serait de 60 moins 50, ça serait de plus 10. D'accord? Et de l'autre, dans l'autre entreprise, ça serait de 20 moins 70, ça serait de moins 50. Le principe fonctionnerait le même. Vous auriez dans la première entreprise un fonds de roulement financier positif et dans la deuxième, un fonds de roulement financier négatif. Donc, conséquence, pour l'entreprise 1, le premier ratio, c'est-à-dire le ratio de liquidité générale, est-ce que vous êtes d'accord qu'il serait égal à 50 divisé par 40, ça ferait 1,25. Et le fonds de roulement financier, comme je vous le disais tout à l'heure, 60 moins 50, ça ferait bien 10. Donc, dans ce cas-là, cette entreprise 1, d'un point de vue financier, en tout cas du point de vue d'un établissement bancaire, respecterait la règle de le ratio de liquidité générale imposé par la plupart des banques, qui est de dire ça doit être supérieur à 1. Si je prends la deuxième entreprise, donc, pour la deuxième entreprise, qu'est-ce qui se passe? Le même ratio, actif à moins d'un an sur passif à moins d'un an, c'est donc 30 divisé par 80, ça fait 0,375. Et le fonds de roulement financier, comme on l'a vu, c'est de 20 moins 70, ça fait moins 50. Est-ce que vous êtes d'accord que cette entreprise ne respecte donc pas la norme imposée pour ce ratio qui devrait être supérieur à 1, alors que là, il est inférieur à 1 puisqu'il est à 0,375. D'accord?
Alors, normalement, comment on fait pour établir un bilan financier, pour savoir ce qui est à plus d'un an de ce qui est à moins d'un an? Alors, je vous rappelle, là aussi, nous avons travaillé dessus pendant des heures, sur l'alias fiscal, notamment, vous vous souvenez, le premier cours de l'année, où je vous ai dit, c'est le cours, n'est-ce pas, Pauline, le plus important de l'année, tout le monde souriait, vous en souriez un peu moins, j'ai remarqué, d'accord? Puisque, comme vous n'avez pas bien travaillé ce cours-là, bien entendu, à chaque fois, vous avez des difficultés parce que vous ne vous en souvenez plus. Je vous avais dit que dans l'alias fiscal, il y en a un extrait de l'alias qui est très important, c'est la 2057, et pour une raison simple, il s'appelle état des échéances, des créances et des dettes. Et vous vous souvenez, il sépare bien, aussi bien pour les créances que pour les dettes, ce qui est à plus d'un an de ce qui est à moins d'un an. Donc vous comprenez comment on pourrait l'établir, d'accord? Donc il y a quand même une petite précision que je dois vous dire, c'est que d'un point de vue technique, l'extrait 2057, lui, il sépare bien en moins d'un an et en plus d'un an, mais notamment dans l'actif, d'accord, à moins d'un an, à plus d'un an, il résonne en brut. Alors que le bilan financier doit être établi en net. Donc, à partir de la 2057, pour séparer en net le plus d'un an, le moins d'un an, il faudrait retirer les éventuelles dépréciations sur cet actif à plus d'un an et à moins d'un an. Lesquelles dépréciations? Je les trouverai dans la 2056. Vous savez, le cours le plus important de l'année. D'accord? Donc on y revient toujours, puisque ce sont les documents dont on dispose pour faire de l'analyse financière dans la réalité. D'accord? Alors ça, c'est le ratio de liquidité générale. Maintenant, le ratio de liquidité réduite ou de trésorerie générale. Alors là, vous pouvez, on vous trouverez la même chose, selon que vous fassiez ce qu'on appelle les valeurs réalisables à court terme plus les disponibilités sur les dettes à moins d'un an, ou l'actif à moins d'un an moins les stocks sur les dettes à moins d'un an. Alors, est-ce que vous comprenez que ce n'est pas tout à fait la même chose que le premier? Le premier, c'était le ratio de liquidité générale, où je prenais sur le numérateur, le total de l'actif à moins d'un an, alors que là, c'est l'actif à moins d'un an moins les stocks. Et écoutez bien, intellectualisez un peu, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Est-ce que vous comprenez la différence entre les deux ratios? Là, on se dit quoi? On se dit, dans le monde réel, les stocks que l'on possède, si on devait les vendre, c'est pas si facile que ça, si on arrêtait notre activité, par exemple. D'accord? Donc, par principe de prudence, en quelque sorte, on va prendre l'actif à moins d'un an et on va retirer la valeur de stock comme si il ne valait rien. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, les stocks étant peu liquides, donc difficiles à vendre, il est préférable de ne pas en tenir compte pour déterminer le degré de liquidité du bilan. C'est-à-dire que, en ne tenant pas compte de la valeur des stocks, est-ce que l'actif à moins d'un an sans les stocks suffit à lui-même à couvrir le passif à moins d'un an? Évidemment, vous comprenez que les établissements bancaires souhaiteraient que ce ratio soit supérieur ou égal à 1. Puisque ça mettrait à l'abri, ça permettrait de couvrir avec certitude, j'allais dire, les fournisseurs, etc., etc. Mais dans la réalité, il suffit, entre guillemets, qu'il soit proche de 1. Oui, parce que si vous voulez, regardez bien, des fois l'hypocrisie de certains établissements bancaires, si vous voulez que le premier ratio et celui-là soient supérieurs à 1, ça veut dire, vous vous rendez compte, parce que le premier, c'est tout l'actif à moins d'un an, donc y compris les stocks dedans. D'accord? Ça, vous voulez que ce soit supérieur à 1. Ok, admettons. Très bien. Mais si celui-là, qui est basé sur le même principe, mais il n'y a pas les stocks dedans, vous voulez aussi qu'il soit supérieur à 1, attention, ça veut dire que l'actif à moins d'un an du premier ratio, il doit être quand même sacrément élevé. Vous comprenez ce que je veux dire? Très bien. Alors, c'est sûr que ce ratio-là, il est plutôt, on va dire, recherché en étant proche de 1. Alors, il reste aussi ce qu'on appelle le ratio de liquidité immédiate. Alors, le ratio de liquidité immédiate, il est égal, on le calcule de cette façon, les disponibilités du bilan sur les dettes à moins d'un an. Alors, bien entendu, ça c'est un ratio que je n'aime pas du tout. Alors vous allez dire, vous ce que vous aimez, on s'en moque. Mais le problème, c'est pas tellement moi, ce sont les banquiers.
Et moi, ça me gêne. Pourquoi? Mais parce que dit la théorie? Évidemment, vous comprenez bien que l'idéal, ça devrait être, théoriquement, que ce ratio soit le plus grand possible. Puisque plus vous avez de disponibilité, je vous rappelle que les disponibilités, c'est quand même ce que vous avez sur le compte en banque et en caisse. Ça, évidemment, si c'est supérieur aux dettes à moins d'un an, vous n'êtes pas en cessation de paiement. On est bien tous d'accord. Ouais, mais ça, moi, ça me pose un problème. Eh oui, ça me pose un problème parce que ça, c'est contraire à une bonne gestion et une gestion intelligente de la trésorerie. En fait, l'idéal pour la trésorerie, c'est d'avoir une trésorerie qui soit égale à 0. C'est ça l'idéal. Ça va, vous me suivez tous? Vous verrez que dans le cours plus tard, on en reparlera quand on fera ce qu'on appelle un plan de financement, un plan de trésorerie, pardon, qui permet justement d'essayer d'équilibrer la trésorerie, c'est-à-dire que dans le monde réel, on doit s'efforcer de couvrir les éventuels déficits de trésorerie par du découvert bancaire à négocier ou de l'escompte des faits de commerce par exemple, mais en revanche, si on a des excédents de trésorerie, on doit les placer. Ça va, vous me suivez? Alors que là, si vous voulez que ce ratio, évidemment, soit le plus grand possible, ça veut dire que vous avez de l'argent, entre guillemets, qui dort sur vos comptes en banque, ce qui n'est pas la meilleure gestion possible. Alors ensuite, vous avez ce qu'on appelle les ratios de solvabilité. Alors par exemple, le ratio d'autonomie financière. Alors le ratio d'autonomie financière, vous pouvez le calculer de deux façons différentes. Alors regardez bien, ces deux ratios, évidemment, on peut les faire soit 1 divisé par 2, soit 2 divisé par 1. Je veux dire par là, c'est soit vous dites c'est les capitaux propres du bilan divisés par les dettes à plus d'un an, ou vous dites c'est les dettes à plus d'un an divisées par les capitaux propres. Évidemment, selon que vous fassiez l'un ou l'autre, vous n'allez pas trouver le même résultat. Oui, mais est-ce que vous comprenez que ça voudra dire la même chose? Voilà. C'est pour ça qu'il faut se méfier avec les ratios. C'est pas la peine d'en calculer des milliers, puisque il y en a énormément qui veulent dire la même chose. On trouve pas le même résultat, mais ça veut dire la même chose. D'accord? Donc, ça permet quand même de vérifier si l'entreprise n'est pas trop endettée par rapport à ce qu'elle possède comme fonds propres. Donc, si vous calculez le ratio d'autonomie financière en faisant les capitaux propres sur les dettes à plus d'un an, est-ce que vous êtes d'accord que ça devrait donner une valeur supérieure à 1, parce que ça voudrait dire, si c'est vrai, que vos capitaux propres sont supérieurs à vos dettes à plus d'un an, les dettes à plus d'un an étant les emprunts, et donc ça veut dire que vous êtes indépendant, autonome financièrement. Vous n'êtes pas étranglé par les banques, est-ce que vous êtes d'accord? Alors que si vous le calculez de la deuxième façon, d'accord, dette à plus d'un an sur capitaux propres, ça, vous devriez trouver une valeur inférieure à 1, c'est-à-dire les dettes à plus d'un an plus petites que les capitaux propres. On est d'accord? Évidemment, vous avez le ratio de capacité de remboursement, lequel peut se calculer de la même façon, soit d'un côté, soit de l'autre. Soit vous dites le ratio de capacité de remboursement, ce sont les dettes à plus d'un an sur la CAF ou la CAF sur les dettes à plus d'un an. Et ça, c'est un ratio qui est très simple à utiliser et qui est utilisé très souvent dans la réalité, notamment par les cabinets d'expertise comptable, pour donner un avis rapide aux clients sur justement la possibilité et la santé financière de l'entreprise. Regardez bien. Vous faites dette à plus d'un an sur CAF, par exemple. Le chiffre que vous allez trouver, est-ce que vous comprenez que ça va vous dire en combien d'années vous allez, ou vous devriez, plus exactement, parce qu'on raisonne en prévisionnel, vous devriez rembourser les dettes à plus d'un an qui vous restent, autrement dit, les emprunts, si vous consacrez la CAF à 100% à cela. Est-ce que vous comprenez? Vous mettez les dettes à plus d'un an. C'est le total des dettes financières que vous devez encore. Vous divisez par la CAF de l'année. La CAF de l'année, c'est pour une année. Vous trouvez 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avec la capacité d'autofinancement, vous vous souvenez, la trésorerie théoriquement disponible, etc., ça veut dire que si vous consacrez l'intégralité de la CAF que vous avez eue à rembourser les dettes, dans mon exemple à plus d'un an, il vous faudrait, dans mon exemple, 8 ans. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Eh bien,
si vous le calculez de la première façon, les dettes à plus d'un an sur la CAF, eh bien, les établissements financiers souhaitent que vous ayez une valeur qui soit inférieure ou égale à 3. Ça veut dire que, normalement, les établissements financiers considèrent que vous avez une capacité de remboursement correcte si les dettes ne sont pas supérieures à 3 fois la CAF. C'est ce que ça veut dire. D'accord ? Maintenant, si vous prenez la deuxième façon, ça devrait donner normalement une valeur supérieure à 3. Donc, il faut, là aussi, tout ce que je vous donne là, vous savez, c'est un petit peu, on est dans quoi là ? Ça doit vous rappeler quelque chose en termes d'actualité, c'est ce qu'on appelle en quelque sorte une notation. On est en train de construire avec ces différents ratios, essayer de donner une note à l'entreprise, puisqu'en fonction des résultats de ces différents ratios, on pourrait éventuellement donner une note. On est d'accord ?